Le calibrage tient compte d'une évidence, c'est qu'on a un temps et des moyens limités qui varient bien entendu selon les projets, les commandes dans lesquelles nous nous situons. Le temps, on devrait dire les temps. Il s'agit de tenir compte du temps qu'on va passer avec les interlocuteurs privilégiés, du temps de la pré-enquête, du temps pour les entretiens semi-directifs qui font le cœur de notre intervention et du temps des enquêtes quantitatives que nous ne développons pas ici mais qui sont une phase ultérieure nécessaire. Donc ces différents temps doivent être pensés et non seulement au début mais tout au long de la recherche en fonction de ce qui se passe. Donc nous avons ici une itération qui nous fait revenir à chaque fois à ce que nous avons obtenu par rapport à ce que nous cherchions. Il ne s'agit pas, en effet, de partir sur le terrain avec l'idée d'engranger un maximum de choses en se disant, une fois de retour au bureau, que le bureau soit dans le village, dans la ville à côté ou en pays étranger. Il ne s'agit pas donc d'engranger et voir ce qu'on fera avec les données recueillies. Il faut avoir toujours cette attitude réflexive que nous mentionnons régulièrement pour se dire qu'est-ce que j'ai obtenu par rapport à ce que je cherchais. Donc c'est un élément qui intervient dans la gestion des différents temps évoqués. Pour arriver à calibrer, il y a des paramètres qu'il faut avoir tout le temps en tête. Donc le problème à résoudre, qui a été analysé en amont, mais qu'on continue toujours à réinterroger, les thèmes à aborder, qui ont déjà été travaillés, et il s'agit de voir l'étendue géographique de la zone étudiée, le minimum d'entretiens réalisés, et éventuellement le maximum. On se posera des questions par rapport à ça, en termes de concept de saturation, nous y reviendrons, et le temps et aussi les moyens dont on dispose, moyens humains, moyens matériels, tout ce qui est à notre disposition. Donc le développement de l'étude dépend directement des moyens disponibles. En termes de nombre de personnes impliquées dans cette étude, ce qui suppose une cohérence entre les différentes personnes qui interviennent et notamment qui réalisent les entretiens et les phases d'analyse. En réalité, on pourrait dire qu'il faut une cohérence sur les différents points que vous suivez tout au long de notre cours. Pour valoriser l'information recueillie, pour arriver à en faire un corpus d'informations rigoureux, il faut pouvoir, au fur et à mesure que se déroulent les entretiens, recouper l'information. Nous appelons ça la triangulation, que nous avons mentionné au niveau de l'utilisation des différentes méthodes. Donc la triangulation, elle se fait en utilisant des sources d'informations différentes et en ce qui concerne les entretiens, en allant voir une grande diversité d'interlocuteurs et pour des interlocuteurs qui ont le même profil, voir aussi des gens différents. À l'intérieur d'une institution, ne pas se contenter forcément d'une seule personne qui serait représentante de cette institution. Il peut y avoir quelqu'un qui se situe à un certain niveau dans la hiérarchie, une autre personne à un autre niveau, ou quelqu'un qui travaille dans un type de service et une autre personne dans un autre type de service. De même, à l'intérieur d'une famille, voir des personnes différentes. Donc on parlait de recouper l'information, faire de la triangulation. Pour arriver à ce corpus de données rigoureux, une deuxième chose est importante, c'est l'itération. Donc dans le cycle de l'enquête, nous montrons à plusieurs reprises dans ce cours l'itération qui peut et qui doit être faite entre les parties théoriques, avec la bibliographie, les parties de terrain, les parties de l'analyse des données au fur et à mesure. Il y a aussi l'itération entre les enquêtés. Donc
l'itération, elle consiste à avoir un certain nombre de personnes qui peuvent avoir un même profil. Il s'agit d'opérer une certaine répétition que dans d'autres sciences aussi est également importante pour la validation des données obtenues. Il y a également, dans d'autres cas, selon les sujets, une itération peut s'imposer par des retours chez une même personne, chez une personne qu'on a déjà enquêtée et pour laquelle on veut soit des précisions, soit une vérification par rapport à ce qu'on a compris, ce qu'on a analysé, ce qui a manqué lors d'un entretien ou ce qui apparaît être nécessaire ayant analysé les données ou ayant vu d'autres personnes. Le temps passé à la bibliographie de départ ne doit être ni surévalué, sachant que la bibliographie était nécessaire tout au long de l'étude, ni sous-estimé. Outre la bibliographie qui est faite au départ pour prendre connaissance des éléments qui ont été découverts et analysés antérieurement à votre venue, il est important de mettre cette bibliographie en contrepoint de votre travail et de pouvoir aussi mieux la digérer par rapport à ce que vous trouvez et pouvoir la réinterroger en fonction de ce qui apparaît tout au long de votre étude. Bien que nous focalisions notre intervention sur les entretiens semi-directifs, vous n'oublierez jamais que les observations en milieu doivent être conduites en parallèle avec la phase d'enquête. Donc elles vont prendre du temps. Donc dans le calibrage, lorsqu'on calibre le travail sur l'enquête, il faut tenir compte de ces différents éléments. Le travail de bibliographie, le travail sur les observations qui intervient tout au long de la recherche. Pour le calibrage, après avoir vu les différents temps à considérer, les paramètres à prendre en compte pour dimensionner notre étude, le troisième point que je vous propose d'examiner sont ce qu'on appelle les champs. Donc, nous allons voir le champ social, le champ géographique et le champ historique. Ce sont trois éléments qui nous aident à mieux organiser notre étude. Le champ, je le définirais comme l'univers réel dans lequel est menée l'étude. Donc ce n'est pas simplement la zone d'étude où nous nous trouvons. Pour chaque thème et chaque dimension du sujet, il convient de rechercher les limites du champ de l'étude. Et réciproquement, la définition du champ de l'étude, donc déclinée en trois points, comme je vous l'ai dit, social, géographique et historique, la définition du champ de l'étude va faire ressortir de nouvelles dimensions du sujet. Vous voyez, là encore, il y a des allers-retours, des itérations. Le champ est un espace à plusieurs dimensions, comme nous l'avons mentionné dans d'autres parties, dimensions au sens de Poulantzas. Donc dans ce cas, on fait référence aux dimensions économiques, sociales, politiques, techniques, juridiques. Donc ce champ que je mentionne ici est un espace réel parce que ses limites sont définies par quelque chose de concret. Un espace géographique, une population et ses actes techniques, des échanges économiques. Donc des choses qu'on peut voir, éventuellement toucher. La définition du champ ne va pas de soi. Il faut avoir avancé la définition du sujet pour définir le champ. Et encore une fois, réciproquement, cette définition de champ permet d'affiner le sujet. Et la définition du champ se fait aussi dans le temps, donc sur l'aspect historique, sur le passé et sur le futur. Bref, il faut réfléchir à délimiter trois types de champs, comme je vous l'ai dit. Le social, donc quelles sont les personnes qui sont concernées et quelles sont les personnes qui sont enquêtées. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas forcément une superposition entre les gens concernés et les gens enquêtés.
il peut très bien y avoir des gens qui sont concernés par votre étude et qui ne sont pas présentes au moment où vous enquêtez ou dans l'espace où vous enquêtez. Il n'empêche qu'il faudra en tenir compte et dire qu'elles appartiennent au champ social et voir une autre façon de les appréhender que par une enquête directe. Ça peut être via les enquêtes que vous faites auprès d'interlocuteurs privilégiés ou auprès des différents acteurs de votre échantillon qui seront amenés à témoigner. Et vous pourrez trouver des éléments dans la bibliographie qui pourront vous renseigner sur cette population concernée, mais pas forcément enquêtable. Ou vous n'en trouverez pas. Et auquel cas, vos données viendront exclusivement des enquêtes. Le deuxième champ, à savoir le champ géographique, peut être situé à partir de la zone dans laquelle vous vous trouvez, bien entendu, mais il peut concerner des zones qui sont éloignées du lieu où vous vous trouvez et que vous devez prendre en compte. Alors pareil, soit directement en vous y rendant, soit par l'intermédiaire des témoignages que vous recueillez, de la bibliographie que vous avez. Dans l'exemple sur le Mali, nous verrons que nous avons mené une étude dans certains villages et nous nous sommes interrogés sur ce qui se passait à Bamako, il s'agissait d'une étude au Mali, sans pour autant aller faire des enquêtes à Bamako. Donc nous avons délimité, pour différentes raisons, notre champ géographique à une certaine zone, sans pour autant aller à la capitale. Le troisième champ à examiner, c'est le champ historique. Dans les dynamiques qui nous intéressent, il est évident que ce qui se pose à nous est le résultat d'une histoire. Donc il s'agit de donner une perspective historique qui se trouve régulièrement, mais qui souvent est relativement limitée. Donc il ne faut pas hésiter à remonter l'étude à 10 ans, 20 ans, 30 ans, quitte à avoir des pointes en amont de plusieurs dizaines d'années, voire encore plus par la littérature. Donc, avoir un regard diachronique, c'est-à-dire sur l'histoire, est fondamental. Néanmoins, il ne faut pas se perdre dans l'étude du passé et il faut arriver à repérer des dates clés, des ruptures, des évolutions qui vont vous délimiter votre champ historique par rapport à votre sujet. Donc bien sûr, les dates clés par rapport à votre sujet. Souvent, en revanche, on oublie d'avoir une projection dans le temps à venir. Donc, avoir un champ historique pertinent, c'est aussi se poser des questions par rapport à l'avenir. Alors bien sûr, il n'y a pas de machine qui permette d'avancer dans le temps, et cette appréhension de l'avenir, elle va se faire par rapport aux projets, aux grands projets qu'on peut trouver écrits, les projets politiques d'une nation, les projets présents sur le territoire, avec les perspectives, les objectifs, et aussi les projets des individus que vous allez rencontrer. Sachant que, en plus, travailler sur les projets des acteurs que vous allez écouter est un outil qui permet d'arriver à décrypter les stratégies des acteurs. Donc, le champ historique, il parle du passé, mais aussi du futur. Prenons un exemple qui serait situé dans une commune française pour essayer de réfléchir à la définition du champ social d'une recherche. On peut vous proposer un petit tableau qui fonctionne bien et qui a 2 entrées. Donc en colonne, on va prendre les habitants natifs et non natifs. Et en ligne, on va prendre ceux qui sont résidents, non résidents. Et le recoupement de ces 2 entrées donne 4 figures possibles de façon schématique. S'il s'agit d'une étude sur la façon dont votent les gens, dans ce premier cas,
on va prendre les gens qui votent dans cette commune, qu'ils soient natifs ou non natifs, dans la mesure où ils ont leur carte électorale dans cette commune, ils seront concernés. Donc pour cela, il faut être résident. Donc on va prendre tous les résidents. Dans le cas des non-résidents, en première approche, on pourrait se dire ils ne sont pas d'ici, leur vote ne nous intéresse pas. Mais il faut savoir qu'en France, on peut être inscrit sur la liste électorale dans la mesure où on a un bien dans cette commune, même si on n'y réside pas la majorité du temps. Donc, pour s'intéresser au vote dans cette commune, il nous faudra prendre les natifs non résidents. Bien sûr, la catégorie non natifs, non résidents, des gens qui sont uniquement de passage, ne seront pas concernés par ce type d'études. Maintenant, considérons un autre sujet qui inclurait le fait de s'intéresser aux différents usages du territoire. Eh bien, dans ce type d'études, notre champ social inclurait des gens qui sont non natifs et non résidents, des gens qui viennent faire des activités sur ce territoire, des activités de loisirs, de chasse, de pêche, de randonnée à vélo, à moto ou autre. Donc, dans une étude que nous avons dirigée en 1999 sur l'alimentation en bois-énergie de Bamako, la capitale, à partir d'un bassin d'approvisionnement qui se situait dans certains villages comme celui de Banko, par rapport à la commande qui nous était faite, à savoir d'étudier ce qui se passait dans le village de Banko, nous avons réalisé que les habitants de Banko n'exploitaient pas uniquement leur forêt. Ils allaient aussi prélever du bois dans les forêts classées avoisinantes. Donc nous avons pris dans le champ géographique de l'étude non seulement la forêt communale de Banko, mais également les forêts classées avoisinantes. Autre point, la forêt de Banko est exploitée aussi par des habitants d'un village voisin. Donc dans le champ social, cette fois, nous avons pris non seulement les habitants de Banko, mais les habitants du village voisin qui viennent exploiter cette forêt de Banko, sachant que ce ne sont pas tous les villageois d'à côté. Donc seulement une partie des villageois d'à côté sont inclus dans ce champ social. Autre élément qui est intervenu pour définir rigoureusement et avec pertinence le champ social et le champ géographique de façon concomitante, c'est une dimension économique. Nous avons considéré la première mise en marché du bois afin d'avoir une cohérence par rapport à notre étude. C'est-à-dire que nous ne sommes pas allés jusqu'au consommateur final, ce qui aurait déséquilibré l'étude et pas permis d'avoir quelque chose d'abouti. Donc le fait de s'arrêter à cette première mise en marché limite le champ social. Nous ne sommes pas allés voir des consommateurs de bois-énergie à Bamako. Nous nous sommes arrêtés aux gens qui exploitent le bois, qui le collectent, qui le transforment et qui l'utilisent pour l'autoconsommation, pour le bois de chauffe, ou qui le vendent à des grossistes qui viennent au village pour après le transporter, qui par camion, qui par chemin de fer à la capitale. Sur le champ historique, dans cette étude au Mali, alors qu'il nous avait semblé pertinent de remonter seulement une vingtaine d'années en arrière, à savoir dans les années 80, en tenant compte de la bibliographie, des premiers échanges avec les interlocuteurs privilégiés, les enquêtes que nous avons menées au début et l'étude d'une bibliographie de terrain, ce qu'on appelle aussi de la littérature grise, nous a permis de découvrir l'importance d'une époque qui
a eu lieu des années 60 à 80, où le trafic ferroviaire était beaucoup plus important et permettait l'évacuation plus conséquente des bois à exporter sur Bamako. Donc nous avons remonté notre champ historique jusqu'à l'inclusion des années 60, jusqu'à la période de 1999. Nous ne nous sommes pas arrêtés à 1999, car un élément important de la commande, et ça s'est confirmé dans l'analyse de la problématique, dans la construction de la problématique, c'est qu'il était prévu l'arrivée d'une route pour remplacer la piste. Donc au jour d'aujourd'hui, en 2010, je peux vous confirmer que cette route a été construite. Donc nous nous situons en 1999, mais nous tenons compte de cet élément structurant et qui devait bouleverser l'organisation du transport. Donc nous avons fait une projection de 1999 à 5 ans de plus, 1999, 2004, 2005. Voici un exemple d'un champ historique qui prend en compte le passé avec une évolution sur cette prise en compte, on est remonté un peu plus en arrière, et qui n'a pas oublié d'inclure un aspect prenant en compte l'avenir. Ce choix et les choix qui doivent être effectués dans des calibrages d'études reposent sur le principe qu'il vaut mieux effectuer une étude approfondie, une étude fine, dans une certaine limite, plutôt que de voir plus large, mais de rester à un niveau superficiel qui finalement n'apportera rien à personne. Faites votre étude bien approfondie, considérez les éléments du contexte, les éléments spécifiques, ce qui va permettre ensuite des comparaisons, ce qui va permettre ensuite de donner un aspect générique ou spécifique à votre travail, et beaucoup plus utile pour le monde de la recherche, le monde du développement, que d'embrasser des sujets très larges sur lesquels tout le monde peut dire les grands points. Voici un des intérêts de calibrer et de calibrer finement et précisément votre travail, sachant que, effectivement, comme je l'ai dit, ce calibrage est évolutif en fonction de ce qu'il apparaît au cours de votre étude et de la réflexion que vous faites là-dessus. Après ce premier point sur le calibrage de l'étude, nous allons voir les unités pertinentes d'enquête ou d'entretien. Définir et choisir les unités pertinentes d'enquête ou d'observation, c'est donc définir qui on va enquêter. C'est d'une part gagner du temps, puisqu'on va réfléchir à ce qui va donner un corpus de données rigoureux, et c'est aussi se donner les moyens d'approfondir, de pouvoir savoir ce que l'on observe ou ce que l'on enquête, savoir ce que ça représente par rapport à d'autres éléments, par rapport à d'autres unités. Donc on peut parler d'unités types. Alors ces unités types, elles se répartissent à différents niveaux. À quel niveau va-t-on intervenir? On peut en combiner plusieurs, ou on peut se limiter à certains niveaux. Citons par exemple la micro-région, les micro-régions dans lesquelles on va intervenir, le ou les villages dans lesquels on va intervenir, les familles dans lesquelles on va intervenir, les éléments cellulaires, les petites familles à l'intérieur des grandes familles, qu'on va les rencontrer. Donc il s'agit de se poser des questions à chaque niveau et sur l'agencement de ces différents niveaux. Choisir les unités pertinentes, c'est aussi se donner les moyens de relativiser son travail par rapport à d'autres zones de travail qui ont été étudiées par d'autres personnes, et de donner aussi la valeur du sujet qu'on aborde par rapport à cette zone spécifique que l'on a choisie. Comme pour le travail de calibrage,
Ces unités types seront définies à partir du travail préalable réalisé en amont du cycle d'enquête, à savoir la problématique, les variables et tout ce qui a précédé, notamment en termes de calibrage. Alors, ce travail a toujours des liens avec la bibliographie, les entretiens avec les interlocuteurs privilégiés et un outil qui est important, qui intervient bien à ce niveau, sont les transects qu'on peut faire sur les territoires et les terroirs qui sont concernés par notre étude. Donc, l'observation du paysage, avec l'aide de cartes, si on en dispose, sera précieuse. Une fois ces unités bien comprises, la généralisation à l'ensemble de la zone peut se faire par des enquêtes plus rapides dans un deuxième temps. Souvenez-vous, les enquêtes sont évolutives. On peut partir d'enquêtes très exploratoires, non directives, approfondies, à des enquêtes qui sont plus fermées et plus rapides, et qui porteront cette fois sur les critères qui seront apparus comme les plus discriminants par rapport à la problématique étudiée. Donc il n'y a pas de recette pour la définition des unités pertinentes d'enquête, et elle est parfois difficile. Elle ne s'impose pas de soi, et c'est chemin faisant aussi qu'on va trouver la pertinence, et je vous donnerai quelques exemples par la suite. Une chose à avoir en tête, qui peut vous aider à la fois dans le calibrage de votre travail et dans le choix des unités d'enquête, c'est qu'il y a un conflit, une concurrence, on pourrait dire, entre ce qui est approfondissement d'une enquête et démultiplication du nombre d'enquêtes. Vous comprenez bien que si vous passez 2 heures, 3 heures avec une personne, vous ne pourrez pas en voir plusieurs, en tout cas pas plus de 2 dans une journée. Quand vous serez à des stades d'enquête plus rapides, plus fermés, vous pourrez faire des enquêtes d'une vingtaine de minutes, disons une demi-heure avec les salutations, les remerciements. Donc vous voyez qu'il faut faire des choix. Donc ces choix s'opèrent avec une certaine logique, comme on l'a vu. Au début, on va être plutôt sur des enquêtes approfondies et ensuite sur des enquêtes de vérification. Et il y a des moments où il y a un continuum, mais on ne peut pas être à la fois dans les deux phases de façon caricaturale. Être à la fois dans des enquêtes approfondies de début et être en train de faire des enquêtes rapides. Il y a une évolution tout au long de l'enquête qui mène d'un type d'enquête à un autre. Donc, ne pas oublier cette concurrence entre l'approfondissement, rentrer en profondeur dans le détail, dans les aspects qu'on a mentionnés comme se laisser apte à découvrir des nouveautés, et des enquêtes rapides où on est dans de la confirmation. Et donc là aussi, les unités d'enquête vont évoluer en fonction du travail et de l'analyse que vous aurez mené. Je vais vous donner maintenant 3 exemples pour illustrer ce travail sur le choix des unités pertinentes enquêtées. Dans le cas de ma propre thèse que j'ai soutenue en 1995 sur un travail sur l'innovation paysanne et qui s'est déroulé aux Comores, j'ai choisi un niveau d'enquête qui concernait les villages. Ensuite, j'ai choisi d'autres niveaux d'enquête en termes de famille, mais pour l'instant, parlons que de ce niveau village. Donc j'avais pris dans cette zone montagneuse où je travaillais, sur l'île d'Anjouan, qui est la 2e île des Comores, j'avais choisi de prendre un village des bas, un village intermédiaire et un village des hauts, situés sur des plateaux. Mais pas seulement. J'avais tenu compte d'autres critères qui tenaient à la pression démographique, à la présence de l'encadrement, autrement dit de la vulgarisation
agricole et des différents projets présents. Et j'avais pris un troisième critère qui m'avait paru pertinent, qui était l'immigration. En effet, certains villages voient une partie de leur population qui immigre soit en France, soit dans d'autres régions comme Madagascar. Donc cette combinaison de critères qui apparaît assez discriminant m'a permis d'identifier ces 3 villages sur lesquels apporter mon étude de façon approfondie. Ces 3 villages me paraissaient ainsi représentatifs des 22 autres villages de la zone concernée. Une fois que je suis rentrée dans ces villages, j'ai travaillé au niveau des familles, au sens ménage, et sur d'autres niveaux d'analyse. Et une fois que j'ai pu terminer ce qui se passait au niveau des villages, j'en ai sorti des critères explicatifs. Et avec ces critères explicatifs, je suis allée faire quelques vérifications dans certains des autres 22 villages pour en déduire la généricité de ce que j'avais trouvé dans ces 3 villages. Donc vous comprenez que ce travail sur les unités pertinentes permet d'aller en profondeur, comme je disais, et permet de relativiser. Je n'aurais pas pu mener sur les 22 villages l'approfondissement que j'ai eu sur les 3 villages. Mais approfondir sur ces 3 villages, vous le voyez, ce n'était pas négliger les 22 autres villages que j'ai resitués par rapport à cette profondeur que j'avais pu obtenir en m'attelant à 3 villages spécifiques. Dans ce cas, le choix d'un village du bas, d'un village intermédiaire et d'un village des hauts s'est révélé pertinente. Mais ce n'était pas suffisant car d'autres critères comme la pression démographique, la présence de l'encadrement agricole ou vulgarisation agricole et le taux d'immigration viennent influer considérablement sur la configuration des villages. Donc attention aux critères qui sont visibles a priori, donc ne pas les négliger parce qu'ils peuvent avoir leur pertinence, mais ne pas se laisser enfermer là-dedans. Il se peut même que ces critères visibles a priori ou rapidement ne soient pas pertinents. Il se peut que dans un autre cas de figure, ce ne soit pas le positionnement par rapport à un relief qui compte, mais par exemple le fait d'être rive gauche ou rive droite d'un fleuve. Prenons un deuxième exemple situé chez les Bambara. La cellule sociale de base étendue s'appelle le Dou. Elle comporte un grand-père et tous ses descendants. Donc c'est une cellule de famille de type élargi et les personnes sont positionnées dans un même ensemble du point de vue habitation. Le chef de ce Dou, de cette famille élargie, s'appelle le Fa. Mais à l'intérieur de ce Dou, il existe des familles nucléaires qu'une certaine entité sur certains sujets. Et cette famille nucléaire est nommée Goua. Et le chef de cette entité, de cette famille nucléaire, de cette petite famille, s'appelle le Goua Tigui. Un troisième niveau intervient, c'est le niveau du champ individuel. Donc vous comprenez aisément qu'en fonction de votre sujet, vous allez vous adresser à un niveau ou à un autre, et à l'intérieur d'un niveau, par exemple à l'intérieur du goût, voir peut-être le chef du goût, à savoir le Fa, mais d'autres personnes qui vont avoir d'autres activités et d'autres points de vue. Pour le troisième exemple, retournons au Grand Comore. Il voisine d'Anjouan que je mentionnais en premier exemple. En Grande Comore, nous sommes dans une société matrilinéaire où les biens passent par héritage par les femmes, mais sont néanmoins gérés par les hommes. Donc vous voyez, ça fait une situation complexe d'emblée et ça nous donne des unités de consommation. Les unités de consommation sont les groupes de personnes qui prennent leur repas en commun.
ça nous donne des unités de consommation qui sont différentes des unités de résidence, qui elles-mêmes peuvent être différentes des unités de production, différentes encore des unités d'accumulation. Les unités d'accumulation, c'est le groupe qui concentre le cheptel en commun, qui est possédant des mêmes maisons ou des mêmes terres. Donc ces différentes unités, consommation, résidence, production, ne se superposent pas. Donc en fonction de votre sujet d'étude, de votre thème, vous n'allez pas aborder les groupes de la même façon. Vous n'allez pas avoir la même entrée. Pour des affaires qui concernent l'héritage, vous allez rentrer dans le groupe d'accumulation. Ça ne vous empêchera pas d'essayer de comprendre comment les gens consomment, comment ils produisent, mais votre unité d'enquête centrale sera l'unité d'accumulation. Il doit vous apparaître maintenant combien il est important de soumettre le terrain à enquêter à un découpage en unités pertinentes à enquêter. Elles ne sont pas définies a priori et il reste que ce travail ne va pas toujours de soi. Il est le résultat d'une réflexion permanente qui se fait avant, pendant les entretiens, pendant toute cette phase d'enquête. Les entretiens semi-directifs sont un outil en soi qui permet de repérer les unités pertinentes d'enquête. Donc, ce repérage, cette définition, ce choix, cette réflexion sur les unités pertinentes d'enquête est un élément de méthode en soi, un élément fort, un élément raisonné, j'insiste. On travaille là sur le comment on informe les variables, nos fameuses variables, le pivot qui va permettre de transformer une collecte d'informations en un corpus de données rigoureux. Rigoureux, notamment pour définir si ce qu'on trouve, ce qu'on découvre, les connaissances qu'on produit ont une généricité, quelle ampleur a cette généricité, ou si ces connaissances ont une spécificité qui est intéressante en soi. Notre troisième point porte sur l'échantillonnage. Nous allons voir qu'il vient comme un compromis des deux premiers points que nous venons de voir, le calibrage de l'étude et le choix des unités pertinentes d'enquête. Sur l'échantillonnage, nous qualifierons en même temps sa nature et sa construction évolutive dans le cadre de la recherche ou de l'étude exploratoire ou étude qualitative. Il s'agit de tenir compte du présent et du futur. Du présent, à savoir se demander les questions que je me pose avec les moyens que j'ai, dont le temps, les moyens humains, la logistique, le matériel. Et tenir compte du futur, c'est se dire j'ai des informations que je vais découvrir en cours d'étude et donc il sera nécessaire de les intégrer et de réviser l'échantillonnage au fur et à mesure des découvertes qui seront faites. Les analyses que je vais élaborer me permettront aussi d'être de plus en plus pertinents par rapport à l'échantillonnage. Et voir aussi les extensions possibles de l'étude, soit à l'intérieur du temps que vous avez, si vous avez des approfondissements, si vous avez des moyens qui se sont dégagés, si vous avez mis moins de temps sur une certaine phase ou si vous avez de l'aide qui arrive, ou les extensions de l'étude après votre passage ou dans une deuxième année où vous reviendriez éventuellement sur ce travail. Alors pour l'échantillonnage, on a une situation de départ puis une évolution. Donc au départ, on va faire avec les éléments dont on dispose, qui seront ceux qui nous sont donnés, ceux qui sont disponibles, ceux qu'on peut aller chercher dans la bibliographie. Donc il faut accepter l'idée qu'on va travailler sur des caractéristiques standards. Mais tout le travail de réflexion
consiste à sortir des présupposés, des choses standards. Mais néanmoins, c'est une base sur laquelle on s'appuie au départ. Donc, on va se retrouver à essayer de construire un échantillon diversifié. On ne cherche pas une image représentative de la société, puisque cette société, on ne la connaît pas. On ne cherche pas un modèle de la société, puisque c'est inconnu. Le modèle, il va se construire au cours de notre étude, de notre recherche. Ce modèle, il faudra l'éprouver dans différents temps. Donc au départ, je répète, on cherche la diversité. Donc à partir de critères courants ou facilement accessibles. Donc ce qui revient souvent, c'est de se dire, on va aller voir des personnes d'âge différents. On va aller voir des personnes de catégories socio-professionnelles différentes. Dans le domaine de la production agricole, on va aller voir des personnes qui ont des systèmes de production différents, des éleveurs, des gens qui sont non-éleveurs, des gens qui font de la polyculture élevage. Et en termes de culture, différents types de cultures qu'on peut rencontrer selon les milieux. On peut se dire aussi, on va aller voir des personnes selon le critère genre, des hommes, des femmes. On peut voir des personnes d'âge différents, d'ethnies différentes, des personnes appartenant à des lignages différents, des lignages qui sont arrivés, qui se sont installés dans des temps différents, avec des lignages dits dominants, des lignages qui sont les gérants de la terre, des lignages qui sont gérants des troupeaux. Donc ce sont des critères qui sont accessibles relativement facilement, mais qu'il faudra d'une part réinterroger, recombiner. Donc je vous donne un exemple qui est issu de cette étude au Mali que nous avons dirigée en 1999 sur l'alimentation en bois-énergie de la capitale du Mali. Et dans ce que nous avions repéré au début, nous avions vu que les acteurs à rencontrer, il serait bien d'en voir des appartenant aux 3 ethnies présentes. Et on s'était dit aussi qu'il convenait de voir des groupes sociaux qui étaient arrivés à des dates différentes au village, donc des migrations plus ou moins anciennes. On a vu aussi que assez rapidement, les habitants du village central et des hameaux avaient des positions différentes par rapport à la forêt et par rapport à leur exploitation, par rapport à l'exploitation de la forêt. On avait distingué différentes professions relativement à notre sujet qui pouvaient être intéressantes à rencontrer. Donc, par exemple, les bûcherons, les commerçants, des transporteurs de bois et des agriculteurs agropastoraux ou non. En revanche, dans un premier temps, on n'avait pas vu, et c'est le premier déroulé des premiers entretiens semi-directifs qui nous a montré que finalement, le bûcheron qui a une tronçonneuse a en fait un métier qui est presque radicalement différent du bûcheron qui n'a pas de tronçonneuse. Donc c'est un distinguo qui est intervenu au cours des premiers entretiens et qui s'est révélé pertinent dans l'analyse. Et autre élément qui était a priori discriminant, c'est le fait d'être membre ou pas d'une association qui s'appelait la Société rurale de gestion, donc de gestion des ressources naturelles. Donc les critères que je viens de vous mentionner, les catégories d'analyse qui vont avec, sont relativement simples, donc souvent binaires, parfois un tout petit peu plus complexes, mais comme on peut le voir dans un cours sur l'épistémologie, il faut être capable de dépasser cette simplicité et
quelque chose qui serait simplificateur même, et de pouvoir aborder la complexité. Mais au départ, on ne peut pas échapper à cela, à partir sur des choses qui sont soit connues, soit visibles rapidement. Mais ce qui serait préjudiciable dans un travail en sciences humaines, c'est d'en rester là, d'en rester sur le a priori, sur le stéréotype. Donc, à partir de ces connaissances préétablies, existantes, ce qui est important, c'est d'incrémenter la connaissance qu'on obtient chaque jour, qu'on analyse, qu'on construit pour sortir de cet immédiat. On sait que la difficulté de la sociologie, c'est que chaque être humain étant membre d'une société peut s'imaginer sociologue parce qu'on est dans le matériau sociologique à tout moment. Mais justement, la sociologie, elle se distingue de ça. Pour démarrer, il faut bien partir de quelque chose. Donc, nous partons effectivement de ce qui est déjà connu, ce qui est visible, saisissable rapidement. Mais tout le travail de la sociologie de la sociologie et des sciences humaines, consiste à aller au-delà de ce qui est immédiat et à produire des connaissances nouvelles avec nos outils que nous avons mentionnés, au rang desquels l'enquête est majeure. Donc au fur et à mesure qu'on récolte des informations, qu'on transforme en données, on élargit la connaissance, on appréhende la complexité et on traite cette complexité. Donc là, je vous parle de la nature de l'échantillon et en même temps, je vous parle de son évolution dans sa construction. On ne peut pas partir dans une étude en se disant voilà, mon échantillon est donné. J'ai une liste, je tire au hasard des individus à enquêter. Ça ne marche pas. Ça fonctionne à partir de ce qu'on trouve, à partir de ce qui existe, de ce qu'on rencontre en chemin et de ce qu'on raisonne.